Le millionnaire est resté paralysé en entendant la cuisinière murmurer une prière en travaillant. C'était la même que sa mère lui apprenait avant de disparaître quand il avait 5 ans. Le soleil de juin se levait sur Versailles, ses rayons matinaux caressant les jardins impeccables de la propriété Roux. Dans le bureau aux boiseries anciennes, Sébastien contemplait l'horizon, une tasse de café noir à la main. À 35 ans, il était l'image même de la réussite. Costume impeccable, regard perçant, et une fortune qui faisait de lui l'un des hommes les plus puissants de la région parisienne. « Monsieur Roux, votre père vous attend pour le petit déjeuner. » La voix de Madame Leclerc, la gouvernante, le tira de sa rêverie. Sébastien soupira. Ses petits déjeuners avec Francis étaient devenus une tradition aussi froide que calculée. 2 hommes d'affaires partageant croissant et stratégie financière. Rien de plus. « Dites-lui que j'arrive dans 5 minutes. » La gouvernante hocha la tête et disparut. Sébastien posa sa tasse, ajusta sa cravate et jeta un dernier regard vers la photo encadrée sur son bureau, lui-même, à 4 ans, sur les genoux de son père, de sa mère. Aucune trace. Francis avait méthodiquement effacé Delphine de leur vie, comme on efface une erreur sur un contrat. Elle nous a abandonnés sans un mot. Sébastien, parfois, il vaut mieux oublier. C'était le refrain que son père lui avait répété pendant des années, et Sébastien avait fini par y croire, transformant peu à peu son chagrin d'enfant en une carapace d'indifférence que même ses rares conquêtes féminines ne parvenaient pas à briser. Dans la salle à manger, Francis Roux, 65 ans, lisait déjà les cours de la bourse tout en beurrant méthodiquement une tartine. « Tu as reçu l'offre de Mercier pour le rachat de nos filiales au Maroc ?» demanda Francis sans même lever les yeux. « Bonjour à toi aussi, père », répondit Sébastien en s'asseyant. « Oui, elle est sur mon bureau, je la trouve insuffisante. » Le petit déjeuner se déroula comme d'habitude. Échange d'informations professionnelles, planification de réunions, stratégie d'investissement, pas une seule question personnelle, pas un sourire sincère. 2 décennies plus tôt, Sébastien avait cessé d'attendre de la chaleur humaine de cet homme, dont le cœur semblait battre au rythme des fluctuations boursières. « J'ai engagé une nouvelle cuisinière », annonça Francis, en essuyant ses lèvres avec une serviette en lin. L'ancienne a pris sa retraite. « Ah bon ?» répondit distraitement Sébastien, vérifiant ses emails sur son téléphone. « J'espère qu'elle sait faire un bon bœuf bourguignon, au moins. Elle s'appelle Delphine Moreau. » Sébastien releva la tête, une étrange sensation lui parcourant l'échine. Delphine, le prénom de sa mère, une coïncidence, murmura-t-il pour lui-même. Pardon, rien d'important. La journée passa, rythmée par les réunions et les appels téléphoniques. Sébastien dirigeait d'une main de maître l'empire financier des Roux, spécialisé dans l'immobilier de luxe et les investissements internationaux. Francis avait progressivement cédé les rênes à son fils, tout en gardant un œil vigilant sur chaque décision. À l'extérieur, ils formaient le duo parfait. En privé, un fossé invisible les séparait. Ce soir-là, rentrant plus tard que prévu d'un dîner d'affaires, Sébastien fut surpris de voir de la lumière provenant de la cuisine. Il était près de minuit, curieux. Il s'approcha silencieusement. Une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux grisonnants rassemblés en un chignon simple, préparait ce qui semblait être de la pâte à pain. Ses mains travaillaient avec la précision de celles qui ont connu 1000 pâtes, 1000 recettes. Ce devait être la nouvelle cuisinière. Sébastien allait faire demi-tour quand il l'entendit. Un murmure doux, presque inaudible, une prière. « Ange de Dieu, qui est mon gardien, veille sur moi qui te suis confié. » Le monde s'arrêta de tourner. Sébastien se figea, une vague de souvenirs l'assaillant brutalement. Cette prière, c'était exactement celle que sa mère lui murmurait chaque soir, avant de l'embrasser sur le front et d'éteindre la lumière, mot pour mot, avec la même intonation douce sur « Veille sur moi. Bonsoir ». La femme sursauta, se retournant vivement, ses yeux, d'un bleu délavé par les années, s'écarquillèrent. « Monsieur Roux, je suis désolée, je prépare juste le pain pour demain matin. » Son regard était fuyant, ses mains soudain nerveuses. « Vous êtes Madame Moreau, c'est ça ?» demanda-t-il, la voix étrangement rauque. « Oui, monsieur, je suis la nouvelle cuisinière. Votre père m'a embauchée la semaine dernière. » Sébastien s'approcha, cherchant dans ce visage marqué par les années un trait familier,
une ressemblance avec le vague souvenir qu'il gardait de sa mère, mais 30 ans avaient passé. Que pouvait-il reconnaître? Cette prière que vous murmuriez, c'est une vieille habitude, coupa-t-elle rapidement. Je la récite quand je travaille. Ça m'aide à me concentrer, je ne recommencerai pas si cela vous dérange. Non, au contraire, elle est belle. Un silence inconfortable s'installa. La femme reprit son pétrissage, ses mouvements trahissant une certaine tension. « Bonne nuit, Madame Moreau », dit finalement Sébastien en se dirigeant vers la porte. « Bonne nuit, Monsieur Roux ». Dans sa chambre, Sébastien ne trouva pas le sommeil. La prière résonnait dans sa tête, ouvrant une porte qu'il croyait fermée à double tour. Il se leva, fouilla dans un tiroir de son bureau et en sortit une vieille boîte en métal, à l'intérieur, l'unique photo de sa mère qu'il avait réussi à sauver des purges de Francis. Un cliché en noir et blanc où elle souriait, tenant un bébé dans ses bras, lui, Delphine Roux, né Moreau. Le cœur de Sébastien se mit à battre plus fort. Était-ce possible? Non, c'était absurde, une coïncidence, rien de plus. Delphine Moreau était un nom relativement commun, et cette femme dans la cuisine était bien trop âgée pour être. Et pourtant, cette prière si particulière, le lendemain, pendant que Francis était en déplacement à Bruxelles, Sébastien appela un numéro qu'il n'avait pas composé depuis des années. « Marcel, c'est Sébastien Roux, j'aurais besoin de tes services. » Discrètement. Marcel Laurent, ancien inspecteur de police reconverti en détective privé, avait déjà travaillé pour les Roux lors d'une affaire d'espionnage industriel. Il s'agit d'une employée de maison. Je veux tout savoir sur elle, son passé, sa famille, ses antécédents, tout. En raccrochant, Sébastien se sentit à la fois fébrile et anxieux. Si cette femme était bien sa mère, pourquoi serait-elle revenue ainsi, incognito? Et si Francis l'avait embauchée en connaissance de cause? Quel jeu cruel jouait-il? Ou peut-être, songea Sébastien, en observant Madame Moreau à travers la fenêtre de son bureau. Peut-être que l'histoire qu'on lui avait racontée sur l'abandon de sa mère n'était qu'un tissu de mensonges. Un frisson le parcourut. Certaines vérités, une fois déterrées, pouvaient se détruire des vies entières. Marcel Laurent s'installa confortablement dans le fauteuil en cuir du bureau de Sébastien. La soixantaine élégante, les tempes grisonnantes et le regard vif, l'ancien inspecteur dégageait cette assurance tranquille des hommes qui ont vu suffisamment de secrets pour ne plus s'en étonner. « Donc tu veux que j'enquête sur ta nouvelle cuisinière ?» demanda-t-il après avoir écouté Sébastien. « Discrètement, » insista ce dernier. « Mon père ne doit rien soupçonner. » Marcel haussa un sourcil. « Tu ne fais pas confiance à Francis sur ce coup-là. » Sébastien hésita, tournant son stylo entre ses doigts. « C'est compliqué, cette femme. Elle a le même prénom que ma mère. Et hier soir, je l'ai entendue réciter une prière, exactement celle que ma mère me murmurait avant de me coucher. Tu penses que ce pourrait être elle, ta mère? C'est ridicule, n'est-ce pas? » Sébastien se leva, nerveux. « Ma mère nous a abandonnés quand j'avais 5 ans. Pourquoi reviendrait-elle 30 ans plus tard, comme cuisinière dans notre propre maison ?» Marcel observa son client avec attention. Derrière le businessman accompli, il voyait l'enfant blessé qui n'avait jamais guéri. « Je vais creuser, » dit-il finalement. « Commence par me donner tout ce que tu as sur ta mère. Photos, documents, tout. » Sébastien ouvrit un tiroir sécurisé de son bureau et en sortit la petite boîte en métal. « C'est tout ce que j'ai pu sauver. Après son départ, mon père a fait disparaître toutes les traces d'elle. » Marcel examina la photo en noir et blanc, puis les quelques papiers jaunis. Un acte de naissance, une ancienne carte d'identité au nom de Delphine Moreau, épouse Roux. « C'est peu, mais c'est un début, » murmura-t-il. « Je te contacte dès que j'ai du nouveau. » Les jours suivants, Sébastien se surprit à multiplier les passages par la cuisine. Il inventait des prétextes, un verre d'eau, une question sur le menu, une préférence culinaire à signaler. Chaque fois, il observait Madame Moreau, cherchant dans ses gestes, son regard, sa voix, un indice qui confirmerait ou infirmerait ses soupçons. Un matin, alors qu'elle préparait une tarte aux pommes, Sébastien s'attarda plus longtemps que nécessaire. « Vous cuisinez depuis longtemps, Madame Moreau ?» demanda-t-il, feignant la conversation anodine. Elle leva les yeux, ses mains continuant de peler les pommes avec une dextérité remarquable. « Toute ma vie, monsieur, c'est plus qu'un métier pour moi. Et avant de venir ici, vous travailliez où ?» Une ombre passa sur le visage de la cuisinière. «
Un peu partout, des restaurants, des familles, je n'ai jamais vraiment posé mes valises très longtemps. Sébastien remarqua qu'elle évitait soigneusement de donner des détails précis. « Vous avez de la famille ?» osa-t-il demander, le cœur battant. Ses mains s'immobilisèrent un instant, puis reprirent leur tâche. « Non, monsieur, je vis seule. » Ce soir-là, alors que Sébastien travaillait dans son bureau, son téléphone vibra. Un message de Marcel. « J'ai des premières infos, rendez-vous demain, 10h, au café La Rotonde. » La nuit fut agitée pour Sébastien. Des fragments de souvenirs d'enfance remontaient à la surface. Une berceuse fredonnait doucement, l'odeur d'un parfum à la lavande, la sensation d'une main caressant ses cheveux, détails qu'il croyait avoir oubliés, enterrés sous des années d'indifférence cultivée. Au petit matin, un rêve le réveilla en sursaut. Il était enfant, dans sa chambre, et entendait des cris étouffés provenant du bureau de son père. La voix de sa mère suppliait « Tu ne peux pas me faire ça, Francis. Je suis sa mère. » Puis le bruit d'une gifle et le silence. Était-ce un souvenir réel ou une construction de son esprit perturbé? À la rotonde, Marcel l'attendait déjà, un dossier posé devant lui. Son expression était grave. « J'ai fait des découvertes, troublantes, » commença-t-il, après que Sébastien se fut assis. Les papiers de Madame Moreau semblent parfaitement en règle au premier coup d'œil, mais quand on creuse, il sortit plusieurs documents et les étala sur la table. Son acte de naissance actuel date de 1994. Alors qu'elle aurait environ 35 ans, c'est une refabrication administrative, sa carte d'identité est authentique, mais récente, son historique de sécurité sociale commence seulement en 1995, avant, c'est le néant. Ce qui signifie qu'elle a, d'une façon ou d'une autre, recommencé sa vie à partir de 1994-1995. Nouveau nom, nouvelle identité peut-être. Sébastien sentit un frisson lui parcourir l'échine. 1994. Il avait 5 ans à cette époque, l'année où sa mère avait disparu. Il y a plus, poursuivit Marcel. J'ai retrouvé l'agence qui l'a placée chez vous. La recommandation venait d'un certain Pierre Valois. Ce nom ne me dit rien. À moi non plus. Jusqu'à ce que je découvre qu'il s'agit d'un ancien employé de ton père. Il travaillait pour lui dans les années 90. Sébastien se redressa, soudain alerte. Tu crois que mon père savait qui elle était quand il l'a embauchée? Marcel haussa les épaules. Possible, ou alors c'est un incroyable hasard. Mon père ne croit pas au hasard, murmura Sébastien. Il planifie tout, de retour à la mention. Sébastien trouva Francis dans le salon, feuilletant négligemment un magazine économique. La réunion avec les Japonais s'est bien passée, demanda son père sans lever les yeux. Très bien, ils acceptent nos conditions. Sébastien s'approcha du bar et se servit un whisky. Observant son père du coin de l'œil, « J'ai remarqué que la nouvelle cuisinière fait des merveilles », lança-t-il d'un ton faussement désinvolte. « Comment l'as-tu trouvée déjà ?» Francis tourna lentement une page. Une agence de placement me l'a recommandée. Elle avait d'excellentes références. Une certaine Agence Valois. Cette fois, Francis leva les yeux, son regard soudain plus incisif. Tu t'intéresses aux procédures de recrutement de notre personnel maintenant? Simple curiosité. Un silence lourd s'installa, que Francis rompit finalement. Tu travailles trop, Sébastien. Tu devrais prendre quelques jours de vacances. La villa de Nice est disponible. Était-ce une suggestion innocente ou une tentative de l'éloigner? Sébastien n'aurait su le dire. Mais l'attitude de son père venait de renforcer ses soupçons. Cette nuit-là, incapable de dormir, Sébastien descendit à la cuisine pour se servir un verre d'eau, à sa surprise. Une lumière tamisée y brillait encore. Madame Moreau était assise à la table, feuilletant ce qui semblait être un vieux livre. Quand elle le vit, elle le referma précipitamment. « Pardon, monsieur. Je m'apprêtais à monter me coucher. »« Qu'est-ce que vous lisiez ?» demanda doucement Sébastien. « Oh, rien d'important. Un vieux livre de recettes. » Mais Sébastien avait eu le temps d'apercevoir que ce n'était pas un livre de cuisine, mais un album photo. Et sur la page ouverte, il avait cru distinguer l'image d'un petit garçon. Alors qu'elle se levait pour partir, quelque chose tomba de sa poche. Une petite médaille en argent. Sébastien la ramassa. « Saint-Nicolas » murmura-t-il, examinant l'objet, le protecteur des enfants. Madame Moreau tendit la main, visiblement nerveuse. « C'est un porte-bonheur. Je l'ai depuis longtemps. » Sébastien lui rendit la médaille.
mais pas avant d'avoir remarqué une inscription au dos. « À mon petit prince, avec tout mon amour, maman. » Cette nuit-là, dans ses rêves, Sébastien était à nouveau un petit garçon de 5 ans. Sa mère lui offrait cette même médaille pour son anniversaire. « Saint Nicolas veillera sur toi quand je ne pourrai pas être là », lui disait-elle en la passant autour de son cou. Au réveil, les joues de Sébastien étaient humides de larmes qu'il n'avait pas versées depuis l'enfance. Le souvenir de la médaille de Saint Nicolas hantait Sébastien depuis 3 jours. Assis dans son bureau, il contemplait l'écran de son ordinateur sans vraiment le voir. Perdu dans ses pensées, si cette femme était bien sa mère. Pourquoi ce jeu de cache-cache? Pourquoi ne pas se révéler directement à lui? Un coup discret à la porte le tira de sa rêverie. « Entrez !» Madame Leclerc, la gouvernante, apparut. « Monsieur, Madame Moreau souhaiterait vous parler du menu pour le dîner d'affaires de vendredi. »« Faites-la entrer, » répondit Sébastien. Son cœur s'accélérant malgré lui, quelques instants plus tard, Delphine Moreau se tenait devant lui, un carnet à la main. Elle semblait nerveuse, évitant soigneusement son regard. « Bonjour, Madame Moreau. Un problème avec le menu. »« Non, monsieur. Je voulais simplement confirmer vos préférences. Monsieur, votre père m'a dit que vous aimiez particulièrement le canard à l'orange. Mais je voulais m'en assurer personnellement. » Sébastien l'observa attentivement. Ses mains, légèrement tremblantes, trahissaient son inconfort. « En réalité, je n'ai jamais beaucoup aimé le canard à l'orange, » répondit-il doucement. « Mon plat préféré a toujours été le navarin d'agneau, avec des petits légumes de printemps. » Une lueur passa dans les yeux de Delphine, si fugace que Sébastien crut l'avoir imaginée. « Je comprends. Je préparerai donc un navarin d'agneau pour vendredi. » Elle griffonna quelque chose dans son carnet, puis hésita un instant avant d'ajouter « Avec des carottes taillées en étoiles ? J'avais un jeune voisin qui adorait ça, autrefois. » Cette fois, Sébastien en était certain. Il s'agissait d'un test. Sa mère lui taillait toujours les carottes en forme d'étoile pour son navarin, prétendant que c'était de la magie comestible. « Oui, exactement comme ça, » murmura-t-il, la gorge serrée. Un silence s'installa entre eux, chargé de non-dits. Finalement, Delphine s'excusa et quitta le bureau, laissant Sébastien bouleversé. Le téléphone sonna, le ramenant brutalement à la réalité. « Du nouveau ?» demanda-t-il en reconnaissant le numéro de Marcel. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant », répondit le détective. « Ta mère a disparu en septembre 1994, c'est bien ça. »« Oui, le 17 septembre exactement. » Eh bien, j'ai découvert qu'une certaine Marie Lambert a été arrêtée pour vol le 20 septembre 1994 à Lyon. La description physique correspond à ta mère. Elle a passé 3 mois en détention provisoire avant que les charges ne soient mystérieusement abandonnées. Tu penses que c'était elle, sous un faux nom? Possible. Ce qui est certain, c'est que cette Marie Lambert a disparu des registres juste après, et devine qui était l'avocat qui a fait abandonner les poursuites? Je ne sais pas. Maître Valois, le frère de Pierre Valois, qui a recommandé ta cuisinière à ton père. Sébastien sentit un frisson lui parcourir l'échine. Tu crois que mon père a orchestré tout ça? L'arrestation de ma mère? Je ne sais pas encore, mais ces coïncidences sont troublantes. Après avoir raccroché, Sébastien resta immobile, tentant d'assembler les pièces du puzzle, si son père avait fait accuser sa mère d'un crime qu'elle n'avait pas commis, juste pour l'éloigner. Pourquoi? Et pourquoi maintenant la faire revenir dans leur vie? La réponse évidente était terrifiante. Francis jouait avec eux comme un chat avec des souris. Cet après-midi-là, Sébastien prétexta vouloir goûter à la cuisine de Madame Moreau et s'installa dans un coin de la cuisine, l'observant travailler tout en faisant semblant de consulter ses emails. « Vous cuisinez depuis combien de temps exactement ?» demanda-t-il, l'air détaché. « Depuis que je suis toute petite. Ma grand-mère m'a tout appris. Et vous avez toujours travaillé comme cuisinière. » Elle hésita, ses mains s'immobilisant un instant. « Non, j'ai eu différentes vies. »« Comment ça ?» insista doucement Sébastien. Delphine reprit son couteau, découpant des légumes avec une précision presque mécanique. « Parfois, monsieur Roux, la vie nous force à devenir quelqu'un d'autre, à recommencer ailleurs, autrement, à cause d'un chagrin, d'une perte. » Elle leva les yeux vers lui, et pour la première fois, son regard ne se déroba pas. À cause d'une injustice, un frisson parcourut Sébastien. Il allait poursuivre quand ils entendirent des pas dans le couloir. Francis apparut à la porte de la cuisine. « Sébastien, que fais-tu ici ?» Son ton était léger, mais son regard passait de son fils à la cuisinière
avec une intensité presque prédatrice. « Je travaillais en goûtant les merveilles de Madame Moreau, » répondit Sébastien, forçant un sourire. « Elle prépare un navarin pour vendredi. »« Un navarin, » répéta Francis, les sourcils légèrement froncés. « Je pensais que tu préférais le canard à l'orange. Il se trouve que j'adore le navarin d'agneau. Je t'ai toujours dit que c'était mon plat préféré. Vraiment, je ne m'en souviens pas. » Un silence tendu s'installa, derrière son père. Sébastien vit Delphine pâlir légèrement. « Tu voulais me voir ?» demanda finalement Sébastien. « Oui, j'ai besoin que tu ailles à Genève demain. Un problème avec nos comptes suisses. »« Demain ? C'est un peu précipité. C'est urgent. La voiture t'attendra à 7 heures. » Sans attendre de réponse, Francis quitta la cuisine, laissant derrière lui une atmosphère lourde. « Il essaie de m'éloigner ?» murmura Sébastien, plus pour lui-même que pour Delphine. Celle-ci ne répondit pas, mais ses mains tremblaient à nouveau. Plus tard ce soir-là, Sébastien appela Marcel. « Mon père veut m'envoyer à Genève demain, soi-disant pour un problème bancaire. Tu penses que c'est un prétexte ? J'en suis certain. Il a remarqué mon intérêt pour Madame Moreau. » Un silence au bout de la ligne, puis « Ne pars pas, trouve une excuse, j'ai un mauvais pressentiment. » Le lendemain matin, Sébastien prétexta une migraine carabinée pour annuler son voyage. Depuis sa chambre, il entendit son père passer plusieurs appels téléphoniques. Le ton visiblement agacé, vers midi, il surprit une conversation entre Francis et quelqu'un au téléphone. Elle devient un problème. Non, il refuse de partir, trouve autre chose. L'après-midi, feignant d'aller mieux, Sébastien descendit à la cuisine. Delphine n'y était pas. « Où est Madame Moreau ?» demanda-t-il à la gouvernante. « Votre père lui a donné son après-midi. Elle avait l'air souffrante. Vous savez où elle habite ?» Madame Leclerc parut surprise par la question. « Dans le pavillon du gardien, à l'entrée du domaine. C'est là que logent tous nos employés de maison. » Sébastien attendit que son père soit occupé avec un appel important, puis se dirigea discrètement vers le pavillon. Il frappa à la porte, mais n'obtint aucune réponse. Inquiet, il tenta de regarder par la fenêtre. L'intérieur était spartiate, mais propre. Sur la table de chevet, il aperçut ce qui semblait être un médaillon en argent, la médaille de Saint-Nicolas, et un petit cadre photo retourné face contre la table. Frustré de ne pouvoir entrer, Sébastien retourna vers la maison principale. À mi-chemin, il croisa Delphine qui revenait, un sac de pharmacie à la main. « Madame Moreau, vous allez bien ?» Elle sursauta, surprise de le voir. « Oui, monsieur. Juste un léger malaise. Le pharmacien m'a donné ce qu'il fallait. » Elle paraissait nerveuse, regardant autour d'elle, comme si elle craignait d'être vue en sa compagnie. « J'aimerais vous parler, » dit doucement Sébastien, en privé. « Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, monsieur. S'il vous plaît, c'est important. » Elle hésita, puis finit par acquiescer. « Ce soir, après le dîner, dans la serre, votre père n'y va jamais. » La journée parut interminable à Sébastien. Au dîner, Francis l'observait avec une insistance troublante. « Ta migraine va mieux ? » ?»« Beaucoup mieux, merci. »« Parfait. Alors tu pourras partir pour Genève demain. » « En fait, j'ai organisé une vidéoconférence avec nos partenaires. Plus efficace qu'un déplacement. » Francis reposa lentement sa fourchette. « Tu sembles bien occupé ces derniers temps. J'espère que ce n'est pas cette nouvelle cuisinière qui te distrait. Que veux-tu dire ? Rien de particulier. Elle fait bien son travail. Mais n'oublie pas qui elle est. Une employée. Garde tes distances. » Ces paroles résonnaient comme une menace voilée. Sébastien se contenta de hocher la tête, la rage bouillonnant en lui. À 22 heures, comme convenu, il se rendit dans la serre. Delphine l'attendait déjà, l'air anxieux. « Nous n'avons pas beaucoup de temps, » murmura-t-elle. « Votre père a des yeux partout. Qui êtes-vous vraiment ?» demanda directement Sébastien. Elle détourna le regard, ses doigts jouant nerveusement avec la médaille de Saint-Nicolas qu'elle portait autour du cou. « Vous le savez déjà, n'est-ce pas ? » « Je crois le savoir, » murmura Sébastien, son cœur battant à tout rompre. « Vous êtes Delphine Roux, ma mère. » Un silence lourd s'installa dans la serre. Perturbé seulement par le goutte à goutte du système d'arrosage automatique, dans la pénombre, le visage de Delphine était partiellement masqué par les ombres des plantes tropicales. « Je ne peux rien vous dire, » répondit-elle finalement, la voix si basse que Sébastien dut se pencher pour l'entendre. « C'est trop dangereux. Dangereux, pour qui ? Pour vous, pour moi. » Elle jeta un regard anxieux vers la porte. « Votre père a des moyens que vous n'imaginez pas. » Sébastien fit un pas vers elle, mais elle recula instinctivement.
Si vous êtes ma mère, pourquoi ce silence? Pourquoi ce jeu? Les yeux de Delphine brillèrent de larmes contenues. Ce n'est pas un jeu, Sébastien, ça n'a jamais été un jeu. L'entendre prononcer son prénom avec cette intonation particulière, comme autrefois, lui confirma ce qu'il soupçonnait déjà. Vous m'avez reconnu dès le premier jour, n'est-ce pas? Elle détourna le regard. Je dois partir. Nous ne pouvons pas être vus ensemble. Attendez. Sébastien lui attrapa doucement le poignet. La médaille de Saint-Nicolas, c'est bien vous qui me l'aviez offerte pour mes 5 ans. Delphine ferma les yeux, comme submergée par un souvenir douloureux. Le soir de votre anniversaire, 3 jours avant que je... Elle s'interrompit brusquement. Des pas résonnaient dans le couloir menant à la serre. « Il arrive !» chuchota-t-elle, paniquée. « Retournez à la maison par l'autre sortie, vite !» Sans attendre sa réponse, elle se faufila entre les plantes et disparut par une porte latérale. Quelques secondes plus tard, Francis entrait dans la serre, un verre de cognac à la main. « Sébastien, que fais-tu ici à cette heure ? J'avais besoin de réfléchir, » improvisa-t-il. « Tu sais que j'ai toujours aimé la serre pour ça. » Francis l'observa longuement, ses yeux calculateurs scrutant le visage de son fils. « Tu sembles troublé ces derniers temps. Le travail sans doute. » Francis s'approcha d'une orchidée, caressant ses pétales du bout des doigts. « J'ai toujours trouvé fascinant que certaines plantes puissent être à la fois magnifiques et toxiques. La beauté cache parfois le danger, n'est-ce pas ?» Sébastien sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Cette conversation n'avait rien d'anodin. « Je vais me coucher, » dit-il finalement. « Bonne nuit, père. Bonne nuit, Sébastien. Fais de beaux rêves. » Le lendemain matin, Marcel l'appela dès l'aube. « J'ai du nouveau, des documents importants. Rendez-vous à midi au parc des Sablons, près du kiosque à musique. » Toute la matinée, Sébastien fut distrait, incapable de se concentrer sur ses dossiers. La brève conversation avec Delphine tournait en boucle dans son esprit. Elle l'avait quasiment confirmé. Elle était bien sa mère. Mais pourquoi cette peur? Que craignait-elle exactement? À midi, il prétexta un déjeuner d'affaires et se rendit au parc. Marcel l'attendait, assis sur un banc, un épais dossier sur les genoux. « Ce que j'ai trouvé va te choquer », commença le détective sans préambule. « Ton père a laissé très peu de traces. Mais j'ai mes sources. » Il sortit plusieurs documents qu'il étala sur le banc entre eux. « En septembre 1994, ta mère a découvert quelque chose qui a provoqué une violente dispute avec Francis. Un de vos anciens domestiques me l'a confirmé. Le lendemain, elle avait disparu. Et Francis prétendait qu'elle vous avait abandonné. Qu'avait-elle découvert? » Marcel lui tendit un vieux relevé bancaire. Des mouvements suspects sur les comptes de la société, d'énormes sommes transférées vers des comptes numérotés au Panama et aux îles Caïmans, du blanchiment d'argent. Pire, selon mes sources, ton père était impliqué dans un trafic international. Armes, peut-être drogue. Ta mère l'aurait découvert et menacé de le dénoncer. Sébastien sentit la nausée l'envahir. Et ensuite, elle a été arrêtée pour un vol qu'elle n'avait pas commis. Tout était orchestré, les faux témoins, les preuves fabriquées. Elle risquait des années de prison. Mais les charges ont été abandonnées. Oui, parce que Francis a passé un marché avec elle, sa liberté contre son silence et son éloignement définitif. Il lui a fait croire que si elle tentait de te revoir ou de te contacter, il utiliserait son influence pour la faire emprisonner à vie. Sébastien ferma les yeux, assommé par ces révélations. Elle a accepté de m'abandonner pour me protéger. En quelque sorte, mais il y a pire. Marcel hésita, puis lui tendit un article de journal jauni par le temps. Francis a fait publier cet article dans un journal régional. Quelques mois après, Sébastien lut le titre et sentit son sang se glacer. Tragique accident. Un enfant de 5 ans périt noyé dans la propriété familiale. La photo montrait le petit étang de leur ancienne résidence. Entouré de rubans de police, « C'est... oui », confirma gravement Marcel. « Ton père a fait croire à ta mère que tu étais mort, pour s'assurer qu'elle n'essaierait jamais de revenir te chercher. » Un silence pesant s'installa, brisé seulement par les rires lointains d'enfants jouant dans le parc. « Pendant 30 ans, » murmura finalement Sébastien, « elle a vécu en croyant que j'étais mort. Et toi, tu as grandi en croyant qu'elle t'avait abandonné. Une manipulation parfaite. » Sébastien se leva brusquement. « Je dois lui parler, lui dire la vérité. » « Attends. » Marcel lui attrapa le bras. « Il y a autre chose qui m'inquiète. »
Pourquoi Francis l'a-t-il fait revenir maintenant, dans votre maison? Quel est son plan? Je ne sais pas, mais je dois la prévenir. De retour à la mansion, Sébastien chercha Delphine partout, mais Madame Leclerc l'informa qu'elle avait été emmenée à l'hôpital après un malaise en cuisine. À quel hôpital? L'hôpital Saint-Louis. Votre père a insisté pour qu'elle y soit admise immédiatement. Une alarme résonna dans l'esprit de Sébastien. Francis contrôlait tout. À l'hôpital, l'infirmière de l'accueil consulta son ordinateur. Delphine Moreau. Elle a été admise il y a 2 heures pour des douleurs thoraciques. Chambre 307, en montant à l'étage. Sébastien sentit l'angoisse l'envahir. Et si Francis avait décidé de se débarrasser définitivement d'elle, devant la chambre 307, il fut surpris de trouver un homme en costume, l'air d'un garde du corps. « Je suis Sébastien Roux, je viens voir Madame Moreau. » L'homme le toisa. « Désolé, monsieur. Votre père a laissé des instructions. Personne ne doit entrer. C'est ma cuisinière, bon sang. Raison de plus pour ne pas vous impliquer personnellement. Monsieur Francis s'occupe de tout. » Furieux, Sébastien redescendit à l'accueil et réussit à intercepter le médecin qui s'occupait de Delphine. « Comment va-t-elle ? » « Rien de grave, » répondit le médecin. « Une crise d'angoisse sévère qui a provoqué des symptômes similaires à une crise cardiaque. Elle doit rester en observation cette nuit. » « Une crise d'angoisse. Oui, et franchement, » ajouta le médecin en baissant la voix, « cette femme est terrorisée. Elle n'a cessé de répéter qu'on voulait la tuer. » De retour à la mansion, Sébastien trouva Francis dans son bureau. « Comment va notre cuisinière ?» demanda-t-il d'un ton neutre. « Une simple crise d'angoisse ?» répondit Francis sans lever les yeux de ses documents. « Elle sera de retour demain. Pourquoi as-tu posté un garde devant sa chambre ?» Cette fois, Francis leva la tête, un sourire froid aux lèvres. « Pour sa protection, bien sûr. Une employée de la famille Roux pourrait être une cible. Une cible pour qui, exactement ?» Les 2 hommes se fixèrent longuement, le défi brillant dans leurs regards. « Je me demande, » dit finalement Francis, « pourquoi tu t'intéresses tant à cette femme? Et moi, je me demande pourquoi tu as engagé précisément cette femme comme cuisinière. » Francis se leva, contournant lentement son bureau. « Fais attention, Sébastien. La curiosité est parfois un vilain défaut, surtout quand elle concerne des histoires anciennes. »« Mieux enterrée, comme ma mère, » lança Sébastien, incapable de se contenir davantage, « comme les mensonges que tu m'as racontés pendant 30 ans. » Un éclair de surprise passa dans les yeux de Francis, mais il se reprit rapidement. « Je vois que tu as mené ta petite enquête. » Il soupira. « Très bien. Nous aurons cette conversation, mais pas maintenant. Demain soir, quand notre cuisinière sera revenue et que les choses seront plus calmes. Je veux la voir ce soir. » « Impossible. Les visites sont terminées à l'hôpital. » Sébastien serra les poings, conscient de son impuissance momentanée. Il quitta le bureau de son père, l'esprit en ébullition. Dans sa chambre, il appela Marcel. « Mon père a fait hospitaliser ma mère et a placé un garde devant sa chambre. Je ne peux pas l'approcher. Il a compris que tu savais, » répondit gravement Marcel. « Sois prudent. Ton père ne reculera devant rien pour protéger ses secrets. Cette nuit-là. » Sébastien ne dormit pas. Les révélations de Marcel tournaient dans sa tête comme un film d'horreur. Son père, ce monstre froid et calculateur, avait détruit 2 vies par ambition et égoïsme. Au petit matin, son téléphone vibra. Un message de Marcel. « Urgence. Ta mère a disparu de l'hôpital pendant la nuit. » « Comment ça ?»« Disparu !» s'écria Sébastien au téléphone. Sa main tremblait tellement qu'il manqua de faire tomber l'appareil. Selon l'infirmière de nuit, ton père est venu la chercher vers 3 heures du matin, expliqua Marcel. Soi-disant pour la transférer dans une clinique privée, mais j'ai vérifié les principales cliniques de la région. Aucune n'a admis de Delphine Moreau. Il l'a fait disparaître, murmura Sébastien, glacé d'effroi. Encore une fois, il se précipita dans le couloir, jusqu'à la chambre de son père. Vide. Son lit n'était même pas défait. Au rez-de-chaussée, Madame Leclerc préparait le petit déjeuner, l'air préoccupé. « Où est mon père ?» demanda Sébastien sans préambule. « Monsieur est parti très tôt ce matin. Il a dit qu'il serait absent pour la journée. Et Madame Moreau, je ne sais pas. Monsieur a simplement dit qu'elle ne reviendrait pas aujourd'hui. » Sébastien sortit son téléphone pour appeler son père, mais tomba directement sur sa messagerie. Francis avait éteint son portable, chose qu'il ne faisait jamais. Une angoisse sourde montait en lui. Que faire? Où chercher?
Il était sur le point de rappeler Marcel quand il aperçut Isabelle, l'ancienne gouvernante qui avait travaillé pour eux pendant 20 ans avant de prendre sa retraite. Traversant le jardin, « Isabelle » s'étonna-t-il en la rejoignant. « Que faites-vous ici » La vieille dame sursauta, visiblement nerveuse. « Monsieur Sébastien, je venais récupérer quelques affaires que j'avais oubliées. Mon père vous a contacté récemment. » Isabelle détourna le regard. « Je ne devrais pas en parler. S'il vous plaît. » « Isabelle, c'est important. Il s'agit de ma mère. » Au mot « mère », la gouvernante pâlit. « Vous savez, oui, je sais que la femme qui travaillait comme notre cuisinière est ma mère, et je sais que mon père lui a fait croire que j'étais mort quand j'étais petit. » Des larmes montèrent aux yeux d'Isabelle. « Je le savais, » murmura-t-elle. « J'ai toujours su que c'était mal ce mensonge, mais votre père, il peut être si menaçant. Vous étiez là quand c'est arrivé, en 1994 ? » Oui. Elle hésita, jetant des regards anxieux autour d'elle. « Pas ici, venez. » Elle l'entraîna vers le vieux saule pleureur au fond du jardin, où il serait à l'abri des regards. « Votre mère a découvert des documents compromettants dans le bureau de votre père, » commença Isabelle, parlant à voix basse. Des preuves qu'il blanchissait de l'argent pour une organisation criminelle internationale. Elle l'a confronté, a menacé de tout révéler aux autorités. Et ensuite, votre père est devenu fou de rage. Il l'a frappé, violemment. J'ai dû intervenir pour qu'il s'arrête. Puis il lui a dit que si elle le dénonçait, il vous ferait disparaître, vous, son petit garçon, qu'elle ne vous reverrait jamais. Sébastien sentit sa gorge se nouer. Alors elle a fui pour me protéger. Elle prévoyait de revenir vous chercher, de s'enfuir avec vous, mais votre père a été plus rapide. Il a utilisé ses contacts pour la faire arrêter pour un vol inventé de toutes pièces. Puis il a fait publier cet horrible article annonçant votre mort accidentelle. Je l'ai vu acheter le silence du journaliste, et vous n'avez rien dit. La colère perçait dans la voix de Sébastien. Les yeux d'Isabelle se remplirent de larmes. J'avais peur pour ma propre vie, monsieur, et pour la vôtre. Votre père m'a clairement fait comprendre ce qui arriverait si je parlais, mais j'ai essayé, à ma façon, de préserver un peu de votre mère pour vous. La médaille de Saint-Nicolas, par exemple. Je l'ai cachée pendant des années, avant de la glisser dans vos affaires quand vous êtes partis à l'université. Sébastien se souvint avec émotion du jour où il avait retrouvé cette médaille, pensant à l'époque qu'il s'agissait simplement d'un oubli lors des nombreux déménagements de son enfance. « Isabelle, mon père a fait disparaître ma mère de l'hôpital cette nuit. Avez-vous une idée d'où il pourrait l'avoir emmenée ?» La vieille gouvernante réfléchit un instant. « Il y a le chalet dans les Alpes, celui dont personne ne connaît l'existence à part la famille et les domestiques les plus anciens. » « Quel chalet ? » ?»« Dans le massif des Aravis, près du col des Aravis. Un chalet isolé que votre père utilise parfois pour régler des affaires délicates. » Sébastien sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Vous pensez qu'il l'aurait emmené là-bas ? C'est possible. C'est l'endroit idéal pour faire disparaître quelqu'un sans laisser de traces. » Cette phrase glaça le sang de Sébastien. Il remercia rapidement Isabelle et courut à sa voiture, appelant Marcel en chemin. « J'ai peut-être une piste, un chalet dans les Alpes, près du col des Aravis. Tu peux me trouver l'adresse exacte. Je m'en occupe. Attends, Sébastien, n'y va pas seul. Ton père est dangereux. Je n'ai pas le choix. Il va la tuer. » Pendant que Marcel cherchait l'adresse, Sébastien fonça vers l'autoroute. Son esprit bouillonnait d'images terrifiantes. Sa mère, terrifiée, aux mains de cet homme qui avait déjà détruit sa vie une fois. Son téléphone sonna. Marcel lui donna les coordonnées GPS du chalet, identifiées grâce au registre de propriété. « C'est à environ 3 heures de route, en montagne, Sébastien. Sois prudent. J'ai appelé un contact à la gendarmerie locale, mais ils ne peuvent de rien faire sans preuve concrète d'un danger. Merci, Marcel. Je te tiens au courant. » La route vers les Alpes parut interminable. Sébastien conduisait bien au-dessus des limitations de vitesse. L'angoisse lui nouant l'estomac, plus il approchait du col des Aravis, plus la route devenait sinueuse, s'élevant à travers des paysages qui, en toute autre circonstance, l'auraient émerveillé. Suivant les indications de son GPS, il quitta finalement la route principale pour s'engager sur un chemin forestier à peine carrossable. Après environ 1 kilomètre, il aperçut enfin le chalet, niché dans une clairière, entouré de sapins majestueux. La Mercedes de son père était garée devant. Sébastien s'arrêta à distance, coupant son moteur. Comment procéder ? S'il se précipitait,
Francis pourrait paniquer et faire quelque chose d'irréparable. Mais chaque minute d'attente pouvait être fatale pour Delphine. Il descendit silencieusement de voiture et s'approcha du chalet, se dissimulant derrière les arbres. Par une fenêtre, il pouvait voir l'intérieur. Un salon rustique mais luxueux, avec d'imposantes poutres apparentes et une grande cheminée en pierre. Et devant cette cheminée, assis dans un fauteuil, Francis Roux, un verre de whisky à la main, mais aucune trace de Delphine. Sébastien contourna prudemment le chalet, jetant des coups d'œil par chaque fenêtre. Dans ce qui semblait être une chambre, il aperçut finalement sa mère, allongée sur un lit. Apparemment inconsciente, était-elle droguée? Ou pire, son cœur battant à tout rompre? Il chercha une entrée discrète. Une porte à l'arrière du chalet semblait moins solide que les autres. Utilisant un pied de biche trouvé dans le coffre de sa voiture, il parvint à forcer la serrure, priant pour que le bruit n'alerte pas son père. Une fois à l'intérieur, il se faufila dans le couloir, tendant l'oreille. Francis parlait au téléphone dans le salon. « Tout est sous contrôle. Non, elle ne posera plus de problème. Je m'en occupe définitivement cette fois-ci. » Ces mots confirmèrent les pires craintes de Sébastien, profitant de la distraction de son père. Il se glissa jusqu'à la chambre où il avait aperçu Delphine. Elle était toujours inconsciente, mais respirait, sur la table de nuit, des flacons de médicaments. Sébastien secoua doucement sa mère. « Delphine, maman, réveille-toi, je t'en prie. » Ses paupières frémirent, mais ne s'ouvrirent pas. Sébastien tenta de la soulever, mais elle était comme une poupée de chiffon. « Que fais-tu ici ?» La voix glaciale de Francis le figea sur place. Son père se tenait dans l'encadrement de la porte, un pistolet à la main. « Je suis venu récupérer ma mère », répondit Sébastien, se plaçant instinctivement entre Delphine et Francis. « Celle que tu as fait disparaître pendant 30 ans. » Un sourire froid étira les lèvres de Francis. « Ta mère, cette femme n'est plus ta mère depuis longtemps. Elle n'est rien. Elle a toujours été ma mère. C'est toi qui l'as arrachée à moi, qui m'as menti toute ma vie. » Francis fit un pas dans la chambre, son arme toujours pointée. « Tu ne comprends pas, Sébastien. J'ai fait ça pour nous, pour l'entreprise, pour ton avenir, pour ton empire criminel, tu veux dire ?» cracha Sébastien. « Je sais tout. Le blanchiment d'argent, les comptes à l'étranger. » Derrière lui, Delphine remua faiblement. Ses yeux s'ouvrirent, confus, puis s'écarquillèrent d'horreur en voyant Francis. « Sébastien !» murmura-t-elle faiblement. « Va-t'en, il va te tuer. Personne ne tuera personne !» affirma Sébastien, les yeux rivés sur le pistolet que tenait son père. « Tout est fini, Francis. Marcel connaît toute l'histoire, et la police sait où nous sommes. » Un rictus déforma le visage de Francis. « Tu mens, sinon, ils seraient déjà là ?»« Ils arrivent. J'ai laissé des instructions précises en cas de non-retour. » Les deux hommes se jaugèrent du regard, tandis que Delphine tentait péniblement de se redresser, encore sous l'effet des sédatifs. « Tu n'as aucune idée de ce que tu as déclenché, » siffla Francis. « Certaines personnes très puissantes ne seraient pas ravies que les vieilles histoires ressortent. Quelle personne, tes associés dans le crime organisé ?» Francis éclata d'un rire sans joie. « Tu crois que tout est noir ou blanc? J'ai construit un empire, Sébastien, notre fortune, ton éducation dans les meilleures écoles. Notre position sociale, tout cela a un prix payé avec l'âme de ma mère. » Delphine réussit enfin à s'asseoir, ses yeux allant de son fils à son ex-mari. « Francis, » murmura-t-elle, « c'est terminé. Laisse-le partir, au moins, pour qu'il aille tout raconter. » Francis secoua la tête. « Tu ne comprends pas. Delphine, tu n'as jamais compris. Je protège aussi Sébastien. S'il parle, il sera également en danger. » « De qui ?» insista Sébastien. Francis sembla hésiter, puis baissa légèrement son arme. « Des gens pour qui j'ai travaillé pendant des années, des politiciens, des industriels. Tu crois que je blanchissais de l'argent pour des petits trafiquants ? C'était bien plus gros. Des noms, exigea Sébastien. Donne-moi des noms, et peut-être que je pourrais t'aider. » Un éclair de surprise traversa le regard de Francis. « M'aider ? Je ne veux pas que mon père finisse en prison, mais je ne te laisserai pas continuer à détruire la vie de ma mère. Dehors. » Un bruit de moteur se fit entendre. Francis se précipita à la fenêtre, livide. « Qui est-ce ? » « Probablement Marcel, » répondit Sébastien. « Je t'ai dit qu'il savait où nous trouver. » Francis semblait soudain désorienté, comme un joueur d'échecs qui réalise qu'il est en échec, et mat, son regard alla de la fenêtre à Delphine, puis à son fils.
Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, murmura-t-il. Certains dossiers doivent rester enterrés, comme celui du ministre Bouvier, lança Delphine, d'une voix plus ferme, ou celui de l'affaire des mines africaines. Francis la fixa avec stupeur. Tu te souviens de tout ça? Je n'ai rien oublié. Francis, chaque document que j'ai découvert dans ton bureau ce jour-là est gravé dans ma mémoire. Je n'en ai jamais parlé à personne, pas même quand tu m'as fait arrêter pour ce vol que je n'avais pas commis. Cette révélation sembla ébranler Francis. Il s'assit lourdement sur une chaise, son arme toujours à la main, mais pointée vers le sol. « J'étais piégé », murmura-t-il. Ils m'ont approché quand l'entreprise était au bord de la faillite, après la crise pétrolière. Au début, c'était juste quelques services financiers, puis ça s'est transformé en autre chose. Sébastien s'approcha lentement de son père. « Qui sont ces îles, exactement ?»« Un consortium. Des gens au-dessus des lois. Je ne connais même pas tous les noms. » Il leva les yeux vers son fils. « Ce que ta mère a découvert, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Si elle avait parlé, vous nous auriez tous tués, » compléta Delphine. À l'extérieur, la porte du chalet s'ouvrit. Marcel apparut dans l'encadrement de la chambre, accompagné de 2 hommes que Sébastien ne connaissait pas. « Tout va bien ici ?» demanda le détective, son regard fixé sur l'arme de Francis. « Qui sont ces hommes ?» s'inquiéta Sébastien. « Des amis sûrs, d'anciens collègues de la police. » L'un des hommes s'avança. « Monsieur Roux, veuillez poser votre arme. » Et, lentement, Francis obéit, soudain vieilli de 10 ans. Toute sa superbe s'était évaporée, ne laissant qu'un homme fatigué et acculé. Pendant que les ex-policiers s'occupèrent de Francis, Sébastien s'assit près de sa mère, lui prenant doucement la main. « Je suis tellement désolé, » murmura-t-il. Toutes ces années, des larmes coulaient silencieusement sur les joues de Delphine. « Mon petit garçon, j'ai cru que tu étais mort. Pendant 30 ans, j'ai porté ton deuil. Comment as-tu découvert que j'étais vivant ?» Elle essuya ses larmes d'un revers de main. « Un hasard. J'ai vu ta photo dans un magazine économique. Il y a 6 mois, au début, je n'y croyais pas. Comment était-ce possible? Puis j'ai enquêté discrètement. J'ai compris que Francis m'avait menti une fois de plus. Alors tu as postulé pour être notre cuisinière. » Un faible sourire apparut sur ses lèvres. « Je connaissais Pierre Valois. Il me devait un service. Je voulais juste te voir, m'assurer que tu allais bien. Je n'avais pas prévu de me faire reconnaître. Mais la prière, » sourit Sébastien. « Tu l'as récitée délibérément dans la cuisine ce soir-là. »« Non, » avoua-t-elle. « C'était instinctif. Je la murmure souvent quand je suis nerveuse. C'est notre prière. Celle que je te répétais chaque soir. » Sébastien sentit son cœur se serrer. « Et la médaille de Saint-Nicolas. Je ne l'ai jamais quittée. C'était mon seul lien avec toi. » Dans le salon, Marcel discutait avec Francis et les 2 ex-policiers. Leur conversation était tendue, mais calme. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Delphine. « Inquiète, je ne sais pas, » admit Sébastien. « Mais je ne laisserai plus jamais personne nous séparer. » Marcel revint dans la chambre, l'air grave. « Nous avons un problème. Francis affirme que si cette histoire éclate au grand jour, des gens très dangereux risquent de s'en prendre à vous 2. Il essaie juste de sauver sa peau, » grogna Sébastien. « Peut-être, » concéda Marcel. « Mais il a mentionné des noms qui me font penser qu'il ne ment pas, des gens haut placés avec beaucoup à perdre. » Delphine frissonna. « Je le crois, ce que j'ai découvert à l'époque, c'était bien plus grave que du simple blanchiment d'argent. » Marcel s'assit au bord du lit. « Madame, pourriez-vous me dire exactement ce que vous avez vu ce jour-là, dans le bureau de Francis ?» Delphine ferma les yeux, comme pour mieux se concentrer. Des documents sur des transferts d'armes vers des pays sous embargo, des versements à des comptes appartenant à des ministres, des rapports sur des accidents arrangés pour éliminer des témoins gênants. Un silence pesant s'installa dans la chambre. « Francis prétend avoir tous ces documents en lieu sûr, » reprit Marcel. « Une sorte d'assurance-vie. Si quelque chose lui arrive, tout sera automatiquement envoyé aux médias et aux autorités. »« Classique, » commenta Sébastien avec amertume. « Mais si nous trouvons ces documents avant, » poursuivit Marcel, « nous aurions un moyen de pression, pas seulement contre Francis, mais aussi contre ces gens puissants dont il parle. » Delphine se redressa, soudain plus alerte. « Je pense savoir où il pourrait être. »« Vraiment ?» s'étonna Sébastien. « Francis a toujours eu une cachette secrète dans la mansion. Derrière la bibliothèque de son bureau, il y a un coffre-fort dissimulé. Peu de gens connaissent en moi son existence. »
Comment le sais-tu ? Un sourire triste apparut sur ses lèvres. J'étais sa femme, Sébastien. Nous partagions tout, avant qu'il ne change. Marcel se leva, déterminé. Je vais retourner à la mansion avec mes hommes. Nous allons trouver ce coffre-fort. Je viens avec toi, décida Sébastien. Non, intervint Delphine. Tu dois rester ici, avec moi. Sa voix se brisa. J'ai passé 30 ans à croire que mon fils était mort. Ne me laisse pas maintenant. Sébastien hésita, puis hocha la tête. D'accord, mais Francis reste ici aussi. Bien sûr, acquiesça Marcel. Mes hommes le surveilleront. Je vous appellerai dès que j'aurai trouvé quelque chose. Après le départ de Marcel, un silence inconfortable s'installa dans le chalet. Francis était assis dans le salon, sous la surveillance d'un des ex-policiers, tandis que Sébastien et Delphine restaient dans la chambre, tentant de combler 30 années de séparation. « Comment était ton enfance ?» demanda doucement Delphine. « Est-ce qu'il a été bon avec toi ?» Sébastien réfléchit un instant. Il n'a jamais été violent, froid, exigeant, mais jamais cruel. Il m'a offert le meilleur en termes d'éducation, de confort matériel. Mais il n'y avait pas d'amour, compléta Delphine, les larmes aux yeux. Non, il n'y en avait pas. La nuit tombait sur le chalet isolé des Aravis. Sébastien avait allumé un feu dans la cheminée du salon, où Delphine, encore affaiblie par les sédatifs, s'était installée dans un fauteuil. Francis se tenait dans un coin, silencieux, sous la surveillance constante de l'ancien policier. Le téléphone de Sébastien vibra. C'était Marcel. « Du nouveau ?» demanda-t-il immédiatement. « J'ai trouvé le coffre-fort », répondit le détective, mais impossible de l'ouvrir sans le code. Sébastien jeta un regard vers son père. « Je vais demander à Francis. »« Attends », l'interrompit Marcel. « Il y a autre chose. En cherchant dans son bureau, j'ai découvert un vieux dossier caché sous une lame de parquet. À l'intérieur, il y avait une coupure de journal, l'article sur ta prétendue mort. Oui, tu me l'as déjà montré. Non. Pas celui-là. Un second article, plus complet, avec une photo du corps repêché dans l'étang. Marcel marqua une pause. Sébastien, il y a bien eu un enfant qui s'est noyé dans votre propriété en 1994. Un frisson glacial parcourut l'échine de Sébastien. Quoi ? Mais qui ? Un enfant du voisinage qui s'était introduit dans le parc pour jouer ? Ton père a utilisé ce tragique accident, manipulant les photos et remplaçant le nom de la vraie victime par le tien dans l'article qu'il a fait publier spécialement pour ta mère. Sébastien sentit une nausée l'envahir. Francis n'avait pas seulement menti, il avait exploité la mort d'un innocent pour servir ses intérêts. Il y a plus, continua Marcel, sa voix devenant plus grave. J'ai aussi trouvé une lettre, de Delphine à toi, datée d'octobre 1994. Elle ne t'a jamais été remise, évidemment. Une lettre, qu'est-ce qu'elle dit ? C'est déchirant, Sébastien. Ta mère expliquait qu'elle était innocente, qu'elle reviendrait te chercher dès qu'elle aurait prouvé son innocence. Elle te suppliait de ne pas croire que tu étais abandonné. La main de Sébastien se crispa sur son téléphone. La rage montait en lui, incontrôlable. Envoie-moi une photo de cette lettre. Quelques secondes plus tard, son téléphone afficha l'image d'une lettre manuscrite. L'encre légèrement effacée par le temps. L'écriture élégante était ponctuée de taches. Des larmes, réalisa Sébastien avec un pincement au cœur. Sans un mot, il tendit le téléphone à Delphine. Elle prit l'appareil et, en reconnaissant sa propre écriture, étouffa un sanglot. « Je l'ai écrite depuis ma cellule », murmura-t-elle. « Je l'avais confiée à mon avocate pour qu'elle te la remette. » Son regard se tourna vers Francis. Chargé d'une douleur indicible. « Comment as-tu pu ?» demanda-t-elle dans un souffle. « Comment as-tu pu être aussi cruel ?» Francis détourna le regard, incapable de soutenir celui de son ex-femme. « Le code du coffre-fort », exigea Sébastien, s'approchant de son père. « Maintenant ? À quoi bon ?» répondit Francis, un sourire amer aux lèvres. « Ces documents ne te rendront pas ton enfance. Ils ne répareront pas ce qui a été brisé. Non, mais ils feront peut-être de toi un homme honnête, pour une fois dans ta vie. » Un long silence s'installa, uniquement rompu par le crépitement du feu dans la cheminée. Finalement, Francis soupira. « 00762-584, dit-il à voix basse. Sébastien fronça les sourcils, puis comprit. « Le 25 juillet 1994, la date de ton anniversaire. » Francis eut un rire sans joie. «
Ironique, n'est-ce pas, que le code qui protège mes secrets les plus sombres soit quelque chose d'aussi sentimental. Sébastien transmit le code à Marcel, qui promit de rappeler dès qu'il aurait ouvert le coffre-fort. L'attente fut interminable. Delphine s'était assoupie dans son fauteuil, épuisée par les émotions. Francis fixait les flammes, perdu dans ses pensées. Seul Sébastien faisait les 100 pas, incapable de rester en place. Quand le téléphone sonna enfin, il se précipita pour décrocher. Alors, le coffre contenait tout ce que ta mère avait mentionné, et bien plus encore, annonça Marcel, la voix grave. Des documents compromettants sur des personnalités politiques, des preuves de corruption, des rapports sur des accidents arrangés. C'est une véritable bombe à retardement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai tout photographié et j'ai remis les documents en place. Personne ne saura que nous avons découvert leur existence. Marcel marqua une pause. Mais il y a autre chose. Sébastien, un article de journal daté de février 1995 à propos d'une tentative de suicide. De qui? De ta mère. Après avoir reçu la fausse nouvelle de ta mort, elle a essayé de mettre fin à ses jours. Sébastien sentit le monde vaciller autour de lui. Il se tourna vers Delphine, toujours endormie, et remarqua pour la première fois une fine cicatrice sur son poignet gauche, partiellement dissimulée par un bracelet. « Je ne savais pas », murmura-t-il, dévasté. « Elle a été hospitalisée pendant plusieurs semaines en hôpital psychiatrique », continua Marcel. « C'est là qu'elle a rencontré ce Pierre Valois dont nous avons parlé. Il y travaillait comme infirmier à l'époque. Tout s'éclaircissait maintenant. Pierre Valois avait aidé Delphine à se reconstruire, puis, des années plus tard, à retrouver son fils, Marcel, dit Sébastien d'une voix étranglée. Je veux que tu utilises ces documents pour faire pression sur tous ces gens, qu'ils sachent que nous avons des preuves, mais que nous ne les utiliserons pas tant qu'ils nous laisseront tranquilles. C'est risqué, Sébastien. C'est notre seule protection et notre monnaie d'échange contre la liberté de ma mère. Il raccrocha et s'approcha de son père, le toisant avec un mélange de dégoût et de pitié. Tu sais qu'elle a tenté de se suicider après avoir cru que j'étais mort? Francis ferma les yeux, comme frappé par ces mots. Je l'ignorais, murmura-t-il. Je te jure que je ne le savais pas. Aurais-tu agi différemment si tu l'avais su? Le silence de Francis fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Dans son fauteuil, Delphine remua, puis ouvrit lentement les yeux. Son regard croisa celui de Sébastien, et un faible sourire éclaira son visage fatigué. « J'ai rêvé de toi, » dit-elle doucement. « Tu étais petit, nous étions au parc, et tu courais après les pigeons en riant. » Sébastien s'agenouilla près d'elle, lui prenant la main. Ce n'était pas un rêve, c'était un souvenir. Nous allions souvent au parc des Buttes-Chaumont, n'est-ce pas? Et tu m'achetais toujours une glace à la vanille sur le chemin du retour. Les yeux de Delphine s'emplirent de larmes. Tu t'en souviens? Je me souviens de beaucoup de choses maintenant. Des fragments qui reviennent petit à petit. Un bruit de moteur les interrompit. Des phares éclairèrent brièvement l'intérieur du chalet. Marcel était de retour. Il entra, l'air grave, tenant une épaisse enveloppe. « J'ai tout copié », annonça-t-il en montrant l'enveloppe. « Les originaux sont toujours dans le coffre. » Comme si personne n'y avait touché, Sébastien se tourna vers son père. « Tu comprends ce que ça signifie, Francis? Nous avons désormais le même pouvoir que toi, la même protection. » Pour la première fois, Francis parut réellement effrayé. « Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez? »« Si, justement, » répliqua Sébastien. « Nous sommes dans la même tempête que toi maintenant. La différence, c'est que nous n'avons rien à nous reprocher. » Marcel sortit de l'enveloppe une coupure de journal jauni. « J'ai aussi trouvé ceci. » Sébastien prit le papier et sentit son cœur se serrer. C'était l'article original relatant la noyade de l'enfant du voisinage. L'article que Francis avait modifié pour faire croire à Delphine que son fils était mort. « Maxime Dufour, 6 ans », lut Sébastien à voix haute. La victime s'appelait Maxime Dufour. Delphine couvrit sa bouche d'une main tremblante, réalisant pleinement l'ampleur de la manipulation dont elle avait été victime. « J'ai passé 30 ans à pleurer mon fils, alors qu'il était vivant, » murmura-t-elle. « Et cette pauvre famille a réellement perdu leur enfant ?» Francis se leva brusquement. « Ça suffit, vous ne comprenez pas, j'ai fait ce que je devais faire. »« Pour qui ?» cria Sébastien. « Pour ton empire, pour tes associés, pour nous tous, » hurla Francis. « Si Delphine avait parlé, il nous aurait tous tués. Toi, elle, moi,
Sa voix se brisa, et pour la première fois, Sébastien vit une émotion authentique dans les yeux de son père. La peur. « Il m'avait prévenu », continua Francis plus calmement. « Soit je réglais le problème Delphine, soit ils s'en chargeraient à leur manière. J'ai choisi la solution qui te gardait en vie. » Sébastien, qui nous gardait tous en vie. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. L'horloge au mur marquait minuit. « C'est fini maintenant », déclara finalement Sébastien. « Demain, nous rentrons tous à Paris, et nous allons régler cette situation, une bonne fois pour toutes. » Le retour à Paris se fit dans un silence pesant. Sébastien conduisait, Delphine à ses côtés, tandis que Francis occupait la banquette arrière, flanqué de l'un des hommes de Marcel. La tension était palpable, comme si l'air même de l'habitacle était chargé d'électricité. À mi-chemin, Francis se plaignit soudain de douleurs thoraciques. Son visage était pâle, couvert d'une fine pellicule de sueur. « Je crois que je fais un infarctus », haleta-t-il, une main crispée sur sa poitrine. Sébastien échangea un regard avec Delphine dans le rétroviseur. Était-ce une ruse pour échapper à la situation? Mais le teint cireux de son père et sa respiration laborieuse semblaient bien réels. « On s'arrête au prochain hôpital », décida-t-il. Accélérant légèrement, 20 minutes plus tard, Francis était pris en charge aux urgences de l'hôpital de Chambéry. Le diagnostic tomba rapidement. Crise cardiaque, pas mortelle, mais suffisamment sérieuse pour nécessiter une hospitalisation immédiate. Dans la salle d'attente, Sébastien faisait les 100 pas, tandis que Delphine, assise sur une chaise en plastique, fixait le sol d'un air absent. « Ça va ?» lui demanda-t-il doucement, s'asseyant à ses côtés. Elle leva vers lui un regard troublé. « Je ne sais pas ce que je ressens, Sébastien. Cet homme a détruit ma vie, nous a séparés pendant 30 ans. Et pourtant, je n'arrive pas à me réjouir de le voir souffrir. C'est parce que tu as un cœur, contrairement à lui. » Elle secoua légèrement la tête. « Tu sais, il n'a pas toujours été ainsi. Quand nous nous sommes rencontrés, Francis était différent. Ambitieux, certes, mais pas cruel. Quelque chose en lui s'est brisé au fil des ans. » Le médecin vint les informer que Francis était stabilisé, mais devait rester sous surveillance pendant au moins 48 heures. Il avait demandé à voir son fils. « Vous devriez y aller », suggéra Delphine. « Peut-être qu'après avoir frôlé la mort, il sera prêt à dire la vérité. » Sébastien eut un rire sans joie. « J'en doute. » Pourtant, il se dirigea vers la chambre 215, où son père avait été installé. Francis gisait dans le lit d'hôpital, soudain vieilli, diminué, des tubes et des fils le reliant à diverses machines qui bipaient régulièrement. « Tu es venu », murmura-t-il faiblement en voyant entrer son fils. « Évidemment, contrairement à toi, je ne laisse pas tomber ma famille dans les moments difficiles. » Francis ferma brièvement les yeux, accusant le coup. « Je l'ai mérité. » Sébastien s'approcha du lit. « Pourquoi m'as-tu fait venir ?»« Parce que... » Francis hésita, cherchant ses mots. « Parce que je vais tout te dire. La vérité, toute la vérité. Je croyais la connaître déjà. »« Non, tu n'en connais qu'une partie. » Francis ajusta sa position dans le lit, grimaçant de douleur. En 1993, l'entreprise était au bord de la faillite. J'étais désespéré. C'est là que j'ai été approché par un homme, Philippe Mercier. Il représentait un groupe d'investisseurs prêts à nous sauver, à condition que je leur rende certains. Service, le blanchiment d'argent. Au début, oui, puis très vite, ça s'est transformé en autre chose, des transactions plus complexes, impliquant des entreprises fictives, des paradis fiscaux. J'étais prise au piège. Francis s'interrompit, reprenant son souffle. Quand ta mère a découvert ces opérations, j'ai paniqué. Elle menaçait de tout révéler, de me dénoncer. Alors tu l'as fait arrêter pour un crime qu'elle n'avait pas commis. C'était soit ça, soit il nous éliminait tous. Mercier avait été très clair. Aucune fuite ne serait tolérée. La voix de Francis se brisa. J'ai fait ce que je pensais être nécessaire pour nous protéger. En détruisant ma mère, en me faisant croire qu'elle m'avait abandonné. Je regrette la façon dont j'ai géré les choses, admit Francis. Mais à l'époque, je ne voyais pas d'autre issue. Et la fausse nouvelle de ma mort, c'était aussi pour nous protéger. Francis détourna le regard. C'était pour m'assurer qu'elle ne reviendrait jamais, qu'elle ne tenterait pas de te récupérer. Je ne pouvais pas risquer qu'elle réapparaisse et remette tout en question. Alors pourquoi l'avoir fait revenir maintenant ? Pourquoi l'engager comme cuisinière ?
Un sourire sans joie étira les lèvres pâles de Francis. Je ne savais pas que c'était elle. Pierre Valois a organisé tout ça dans mon dos. Une vengeance personnelle, je suppose. Il travaillait pour moi à l'époque de la disparition de ta mère et n'a jamais approuvé mes méthodes. Sébastien se laissa tomber dans le fauteuil près du lit, tentant d'assimiler ces nouvelles informations. Il y a autre chose, Sébastien. Francis parlait maintenant d'une voix plus faible, comme si chaque mot lui coûtait. Ces gens pour qui j'ai travaillé, ils sont toujours là, toujours puissants, si cette histoire éclate. Tu as peur pour ta peau, pour la tienne aussi, et celle de ta mère. Sébastien se pencha vers son père. Ces documents que nous avons trouvés dans ton coffre-fort, est-ce qu'ils suffiraient à faire tomber ces gens? Certains d'entre eux peut-être, mais pas tous. Qui est ce Philippe Mercier? Est-il toujours actif? Francis secoua faiblement la tête. Mercier n'était qu'un intermédiaire. Les vrais décideurs restent dans l'ombre. Des politiciens, des industriels, des banquiers internationaux, un réseau invisible mais omniprésent. Un frisson parcourut l'échine de Sébastien. L'ampleur de ce dans quoi son père s'était impliqué dépassait ses pires craintes. « Je veux réparer mes torts, Sébastien », murmura Francis, sa voix à peine audible. « Avant qu'il ne soit trop tard. Comment? En te remettant tous mes dossiers secrets, ceux que même Marcel n'a pas trouvés. » Sébastien fronça les sourcils. « Il y en a d'autres. Oui, dans un coffre à la banque privée de Genève, des preuves bien plus accablantes que celles de mon bureau, dehors. » Le couloir s'anima soudain. Des voix, des pas précipités. Sébastien se leva, intrigué, et entr'ouvrit la porte. 2 hommes en costume sombre discutaient avec une infirmière, montrant ce qui semblait être des badges officiels. « Qui sont ces hommes ?» demanda-t-il à son père en refermant la porte. Le visage de Francis se décomposa. « Ils m'ont retrouvé. Qui ça? Ils. Les chiens de garde de Mercier. Ils ont dû apprendre pour le coffre-fort, pour les documents. » Sébastien sentit la panique monter en lui. Delphine était seule dans la salle d'attente. « Maman ?» murmura-t-il, se précipitant vers la porte. « Attends !» Francis lui attrapa le poignet avec une force surprenante pour un homme dans son état. « Prends ça !» Il lui glissa une clé USB qu'il avait cachée sous son oreiller. « Tous les codes, toutes les preuves, utilise-les si nécessaire. » Sébastien empocha rapidement l'objet. « Je vais chercher maman et on s'en va. » Sébastien, l'arrêta une dernière fois Francis, les yeux brillants d'une émotion inhabituelle. « Je suis désolé pour tout. » Dans le couloir, Sébastien évita soigneusement les 2 hommes en costume et se précipita vers la salle d'attente. Elle était vide. Son cœur s'emballa. « Vous cherchez la dame qui était là ?» lui demanda une aide-soignante qui passait avec un chariot. « Elle est partie avec 2 messieurs. Ils ont dit qu'ils étaient de la famille. » Glacé d'effroi, Sébastien courut vers la sortie de l'hôpital. Sur le parking, il aperçut au loin Delphine, encadrée par 2 hommes qui la guidaient fermement vers une berline noire. « Maman !» cria-t-il, s'élançant dans leur direction. L'un des hommes se retourna et sortit ce qui ressemblait à une arme. Sébastien se jeta derrière une voiture, le cœur battant à tout rompre. Un coup de feu retentit, faisant éclater la vitre au-dessus de sa tête. Des cris s'élevèrent dans le parking. L'homme rangea précipitamment son arme, et la berline démarra en trombe. Delphine à l'intérieur, Sébastien se releva, impuissant, regardant la voiture s'éloigner. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message de Marcel. « Nous avons été compromis. Des hommes sont venus à la mansion. Cache-toi, ne fais confiance à personne. » Les 48 heures qui suivirent furent les plus longues de la vie de Sébastien. Réfugié dans un petit hôtel anonyme de la banlieue parisienne, il alternait entre appels frénétiques à Marcel et tentatives désespérées de localiser la berline noire qui avait emporté sa mère. « J'ai un contact à la préfecture qui examine les images de vidéosurveillance », expliqua Marcel au téléphone. « Mais ces types sont des professionnels. Ils savent éviter les caméras. Et mon père, toujours à l'hôpital, mais sous haute surveillance, 2 agents de sécurité privée sont postés devant sa chambre en permanence. » Sébastien serra les poings. Ce sont les hommes de Mercier. Probablement. As-tu regardé le contenu de la clé USB que ton père t'a donnée? Pas encore? Sébastien jeta un œil méfiant vers la fenêtre de sa chambre d'hôtel. Je ne me sens pas en sécurité ici. Rejoins-moi au café Le Diplomate dans 1 heure, j'ai un ordinateur sécurisé. Le Diplomate était un établissement discret du 16e arrondissement,
fréquenté principalement par des fonctionnaires et des diplomates en raison de sa proximité avec plusieurs ambassades, Marcel attendait dans un box isolé au fond de la salle, un ordinateur portable devant lui. « Des nouvelles ?» demanda immédiatement Sébastien en s'asseyant. « Peut-être ?» Marcel se pencha en avant, baissant la voix. Une caméra de péage a capturé la berline noire sur l'autoroute A1, direction nord. Il pourrait se diriger vers la Belgique ou les Pays-Bas. Pourquoi l'emmènerait-il à l'étranger? Pour l'isoler, la rendre plus vulnérable, Marcel désigna l'ordinateur. « Montrons-moi cette clé USB. » Sébastien la sortit de sa poche et l'inséra dans l'appareil. Une fenêtre apparut, demandant un mot de passe. « Essai 072594 » suggéra Marcel. Comme pour le coffre-fort, l'accès fut refusé. « Qu'est-ce qui pourrait être important pour ton père ?» réfléchit Marcel. « Une date significative. » Sébastien ferma les yeux, tentant de se mettre à la place de Francis. Quel code utiliserait-il pour protéger ses secrets les plus précieux? Soudain, un souvenir lui revint. Quand il avait 10 ans, Francis lui avait offert un médaillon en or gravé de ses initiales pour son anniversaire. Au dos figurait une date, 17-09-89. « Essai 1700-1989 », dit-il à Marcel. L'écran s'illumina, affichant des dizaines de dossiers. « C'est quoi cette date ?» demanda Marcel. Surpris, « Le jour où je suis né », murmura Sébastien, ému malgré lui que son père ait choisi cette date comme mot de passe. Les dossiers étaient méticuleusement organisés, classés par nom et par année. Certains portaient des noms de politiciens connus, d'autres de grandes entreprises internationales. Tous contenaient des preuves accablantes, transferts d'argent illégaux, corruption, chantage et même des ordres d'assassinat déguisés en accident. « Mon Dieu !» souffla Marcel en parcourant les documents. « C'est bien pire que ce que j'imaginais. » Un dossier en particulier attira l'attention de Sébastien. Intitulé « Delphine Sécurité », il contenait des photos de surveillance de sa mère prises sur plusieurs années, ainsi qu'un document détaillant une propriété à Amsterdam. « Regarde ça », dit-il en désignant l'écran. « Je pense que c'est là qu'ils l'ont emmené. » Marcel examina les informations. C'est une résidence sécurisée appartenant à une société écran nommée Horizon Investments. Selon ses notes, c'est un des lieux sûrs utilisés par le réseau de Mercier. Pourquoi mon père aurait-il des informations sur l'endroit où ils détiennent ma mère? Je ne crois pas qu'il le savait, répondit Marcel après réflexion. Ces documents sont datés d'il y a plusieurs années. Ton père surveillait ta mère, s'assurant qu'elle ne constituait pas une menace. Mais je pense que Mercier et ses hommes ont simplement repris les mêmes installations. Sébastien se leva brusquement. « Je pars pour Amsterdam. »« Attends, » l'arrêta Marcel. « C'est de la folie. Ces gens sont dangereux, armés. Tu ne peux pas débarquer comme ça. »« Je ne vais pas l'abandonner une seconde fois. »« Je comprends. Mais nous avons besoin d'un plan. » Marcel désigna l'ordinateur. « Et maintenant, nous avons un levier de négociation. » Ils passèrent les heures suivantes à élaborer une stratégie, s'appuyant sur les documents de la clé USB. Marcel contacta d'anciens collègues fiables, tandis que Sébastien réservait un vol pour Amsterdam prévu pour le lendemain matin. Cette nuit-là, incapable de dormir, Sébastien reçut un appel d'un numéro inconnu, méfiant. Il décrocha sans parler. « Ne raccroche pas », dit une voix faible qu'il reconnut immédiatement. « C'est moi, ton père. Comment as-tu eu ce numéro ? Peu importe, écoute-moi attentivement. Ils sont venus me voir à l'hôpital. » Mercier lui-même. Que voulait-il ? Toi et la clé USB. La voix de Francis était tendue, comme s'il parlait sous contrainte. Ils proposent un échange, ta mère contre toi et les documents. Où et quand ? Demain, 15h, au Vondelpark à Amsterdam, près du pavillon bleu. Francis marqua une pause. « N'y va pas, Sébastien, c'est un piège. »« Je n'ai pas le choix. Si tu l'as, utilise les documents, rends-les publics, c'est ta seule protection. » La ligne grésilla, puis Sébastien entendit une autre voix, plus éloignée. « Raccroche maintenant, puis plus rien. » Le lendemain, à Amsterdam, Sébastien et Marcel se postèrent près du Vondelpark 2 heures avant le rendez-vous. Ils avaient préparé plusieurs copies de la clé USB, dispersées dans lieux sûrs, avec des instructions claires. Si Sébastien ne donnait pas signe de vie avant 18h, tout serait automatiquement envoyé à la presse internationale. À 14h55, Sébastien entra seul dans le parc, suivant l'allée principale jusqu'au pavillon bleu. Il s'assit sur un banc et attendit, la clé USB dans sa poche.
son cœur battant la chamade. À 15 heures précises, un homme élégant d'une 60aine d'années s'assit à côté de lui, costume impeccable, cheveux argentés, regard froid. « Monsieur Roux » salua-t-il poliment. « Je suis Philippe Mercier. Où est ma mère ?» Mercier sourit. « Directement aux affaires, j'apprécie. Elle est en sécurité, pas très loin d'ici. Je veux la voir avant de vous remettre quoi que ce soit. » Naturellement, Mercier fit un signe discret, et une berline noire, la même que celle de l'hôpital, s'arrêta à proximité. La portière s'ouvrit, révélant Delphine à l'intérieur. Encadrée par 2 hommes, Sébastien se leva d'un bond. « Maman !» Elle leva les yeux, son visage s'illuminant malgré la peur visible dans son regard. « Sébastien, ne leur donne rien, va-t'en !» L'un des hommes lui dit quelque chose à l'oreille, et elle se tut, le visage crispé, comme vous pouvez le constater. « Elle va bien !» dit Mercier, imperturbable. « Maintenant, la clé USB, s'il vous plaît. Relâchez-la d'abord. » Mercier eut un rire sans joie. « Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, monsieur Roux. La clé, maintenant, ou je donne l'ordre d'emmener votre mère là où vous ne la retrouverez jamais. » Sébastien hésita, puis sortit lentement la clé de sa poche. « Vous savez que j'ai fait des copies. » « Bien sûr, et vous savez que si ces copies sont rendues publiques, votre mère en subira les conséquences. » C'était une impasse. Sébastien regarda Delphine, dont les yeux le suppliaient de ne pas céder, à cet instant précis. Un homme s'approcha de la berline et tendit un téléphone à l'un des gardes. Celui-ci écouta, puis chuchota quelque chose à son collègue. Les 2 hommes sortirent soudainement leurs armes, regardant frénétiquement autour d'eux. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Mercier, soudain tendu, avant que quiconque puisse répondre. Des sirènes retentirent, se rapprochant rapidement du parc. « Vous nous avez piégés » siffla Mercier, se levant brusquement. « Pas moi » sourit Sébastien. « Mon père. » À l'instant où les premiers véhicules de police entrèrent dans le parc, un coup de feu retentit près de la berline. Profitant de la confusion, Delphine avait mordu violemment la main de l'un de ses gardiens et s'était élancée hors de la voiture. « Maman !» hurla Sébastien, courant vers elle. Les hommes de Mercier tentèrent de les intercepter, mais la police néerlandaise, alertée anonymement d'une possible prise d'otage, encerclait déjà la zone. Mercier lui-même disparut dans la confusion. Delphine courait vers son fils, ses jambes peinant à la porter après 2 jours de captivité. Lorsqu'enfin ils se rejoignirent, Sébastien la serra dans ses bras si fort qu'il crut ne plus jamais pouvoir la lâcher. « C'est fini » murmura-t-il contre ses cheveux. « Je te tiens, c'est fini. » Des larmes coulaient sur les joues de Delphine, tandis qu'elle s'accrochait à son fils, ses mains tremblantes caressant son visage comme pour s'assurer qu'il était bien réel. « Mon petit garçon » sanglota-t-elle. « Mon petit prince. Je t'ai retrouvé, enfin. » Autour d'eux, le chaos régnait. Policiers, agents en civil, curieux, mais dans leur bulle, seuls existaient ces retrouvailles, 30 ans trop tard, ses bras qui se serraient, comme pour rattraper le temps perdu. « Comment as-tu su ?» demanda Delphine entre 2 sanglots. « Comment as-tu su où me trouver ?» Sébastien essuya tendrement les larmes sur les joues de sa mère. « C'est une longue histoire, mais nous avons tout le temps du monde maintenant. » Une question brûlait cependant ses lèvres. « Tu as parlé d'un appel anonyme. C'était mon père, n'est-ce pas ?» Les yeux de Delphine s'emplirent d'une émotion complexe. « Oui, Francis a prévenu la police. Il nous a sauvés. 3 mois s'étaient écoulés depuis les événements d'Amsterdam. » Sébastien se tenait debout devant la grande baie vitrée de son bureau, contemplant le jardin de la mansion Roux, où les premiers signes de l'automne commençaient à teinter les feuilles de rouge et d'or. Tout avait changé en si peu de temps. Les documents contenus dans la clé USB de Francis avaient été partiellement transmis aux autorités. Provoquant un séisme dans les hautes sphères politiques et financières de plusieurs pays, Philippe Mercier avait disparu. Probablement réfugié dans un pays sans accord d'extradition, plusieurs de ses complices avaient été arrêtés et l'organisation qu'il dirigeait était en plein démantèlement quant à Francis. Son acte final de rédemption lui avait coûté cher. Après avoir alerté anonymement la police néerlandaise, il avait été retrouvé inconscient dans sa chambre d'hôpital, victime d'une overdose de médicaments. Les hommes chargés de le surveiller avaient disparu, transportés d'urgence en soins intensifs. Il avait survécu, mais resté dans un état critique, entre la vie et la mort. Monsieur Roux, la voix de sa nouvelle assistante, le tira de ses pensées. « Madame, votre mère est arrivée. Faites-la monter, s'il vous plaît. » Delphine entra quelques instants plus tard.
élégante dans un tailleur bleu marine qui mettait en valeur ses yeux, ces 3 mois de liberté retrouvée avaient à transformer la cuisinière effacée en une femme rayonnante, dont le port de tête noble rappelait qu'elle avait autrefois partagé cette vie privilégiée. « Comment va mon fils préféré ?» sourit-elle en l'embrassant. « Je suis ton unique fils, maman », rit Sébastien. Rit. « Justement, comment s'est passée ta visite à l'hôpital ?» Le sourire de Sébastien s'évanouit. Pas de changement. Les médecins parlent d'état végétatif prolongé. Ils ne sont pas optimistes. Delphine posa une main compatissante sur le bras de son fils. « Tu fais déjà plus que ce qu'il mérite. » Sébastien, beaucoup à ta place l'auraient abandonné dans un hospice anonyme. « Je ne peux pas, » murmura-t-il. « Malgré tout, il reste mon père, et son dernier acte a été de nous sauver. » Ils s'installèrent dans le petit salon attenant au bureau, où un thé les attendait. « As-tu pris ta décision pour la fondation ?» demanda Delphine après un moment de silence. « Oui, j'ai rencontré les avocats ce matin. Tous les papiers sont prêts. » Sébastien lui tendit un dossier. « La fondation Retrouvailles sera officiellement lancée le mois prochain. » Delphine parcourut le document, émue. Aider les familles séparées par l'injustice et la pauvreté. C'est magnifique. « Sébastien, c'est notre histoire, maman. Notre douleur transformée en quelque chose de positif. » Le téléphone sonna. C'était Marcel. « Sébastien, j'ai du nouveau. Il faut que tu viennes tout de suite. » « Que se passe-t-il ?»« Pas au téléphone. C'est à propos des derniers documents de ton père. J'ai trouvé quelque chose. » D'important. 1 heure plus tard, Sébastien et Delphine retrouvaient Marcel dans son bureau discret du Marais. L'ancien policier paraissait agité, nerveux même. « Merci d'être venu si vite, » dit-il en les faisant asseoir. « Ce que j'ai découvert risque de vous choquer. » Il posa un dossier sur la table. En analysant les derniers fichiers cryptés de la clé USB de Francis, j'ai trouvé des informations sur un compte bancaire au Luxembourg. Un compte ouvert il y a 25 ans, au nom d'un certain Vincent Roux. « Vincent Roux ?» répéta Sébastien, perplexe. « Je ne connais personne de ce nom dans notre famille. » Justement, Marcel ouvrit le dossier. Révélant la photo d'un jeune homme d'une 20aine d'années, Vincent Roux est né le 8 mai 1999. Sa mère biologique s'appelle Marguerite Dumas. Delphine pâlit brusquement. Marguerite Dumas, la secrétaire de Francis ? Oui, celle qui a démissionné subitement en 1999, officiellement pour suivre son mari à l'étranger. Francis a eu un enfant avec sa secrétaire. Sébastien n'en croyait pas ses oreilles. Selon ses documents, oui, et il a veillé sur lui à distance, finançant ses études, son appartement, tout en gardant son existence secrète. Sébastien se tourna vers sa mère, qui semblait sous le choc. « Tu étais au courant ?»« Non, » murmura-t-elle, « mais j'avais des soupçons sur Francis et Marguerite. C'était juste avant ma disparition. Je les ai surpris plusieurs fois en grande conversation qui s'interrompaient à mon arrivée. » Marcel poussa un autre document vers eux. Ce qui est encore plus intéressant, c'est ceci, le testament de Francis, modifié il y a 6 mois, reconnaissant officiellement Vincent comme son fils et lui léguant une partie de sa fortune. « Où est ce Vincent maintenant ?» demanda Sébastien. « À Lyon. Il est architecte, apparemment très doué. Selon mes informations, il ignore l'identité de son père biologique. Sa mère lui a toujours dit que son père était mort avant sa naissance. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Finalement, Sébastien se leva, comme ayant pris une décision. « Je veux le rencontrer. »« Tu es sûr ?» s'inquiéta Delphine. « C'est beaucoup à digérer d'un coup. C'est mon frère, maman, mon demi-frère, la seule famille qui me reste, avec toi. » 1 semaine plus tard, Sébastien attendait nerveux sur la terrasse d'un café lyonnais. Marcel avait arrangé la rencontre. Expliquant à Vincent qu'un avocat souhaitait le voir concernant un héritage inattendu, quand un jeune homme brun aux yeux verts s'approcha de sa table, Sébastien eut un choc. La ressemblance avec Francis dans sa jeunesse était frappante. « Monsieur Roux ?» demanda Vincent, hésitant. « Je suis Vincent Dumas. On m'a dit que vous vouliez me parler. S'il vous plaît, appelez-moi Sébastien. » Il lui tendit la main. « Et oui, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Asseyez-vous. » Pendant les 2 heures qui suivirent, Sébastien révéla à Vincent la vérité sur ses origines, sur Francis Roux, sur l'empire financier dont il était partiellement héritier. Le jeune architecte passa par toutes les émotions. L'incrédulité, la colère, la confusion et finalement, une sorte d'acceptation résignée. « Pourquoi me dire tout cela maintenant ?»
demanda-t-il finalement. Parce que la vie est trop courte pour les secrets, répondit Sébastien. Je l'ai appris à mes dépens. Et parce que vous le vouliez ou non, nous sommes frères. Vincent contempla son café, pensif. Je dois appeler ma mère. Elle a beaucoup d'explications à me donner. Je comprends. Prenez le temps qu'il vous faudra. Mais sachez que vous avez une place dans notre famille, si vous la souhaitez, 3 semaines plus tard. Delphine et Sébastien inauguraient officiellement la Fondation Retrouvailles dans les jardins de la Mansion Roux. Des dizaines de journalistes étaient mis présents, ainsi que plusieurs familles que la Fondation avait déjà commencé à aider. « Notre mission est simple », déclara Sébastien dans son discours. « Réparer ce qui a été brisé, réunir ceux qui ont été séparés injustement, transformer notre propre histoire de douleur en une source d'espoir pour d'autres. » À ses côtés, Delphine rayonnait, ses yeux emplis de fierté. Parmi les invités se trouvait Vincent, qui avait finalement accepté l'invitation après de longues conversations avec sa mère et Sébastien. Après la cérémonie, alors que les invités se dispersaient, Delphine prit son fils à part. « J'ai quelque chose pour toi », dit-elle, sortant un petit écrin de sa poche. « Je l'ai retrouvé récemment. À l'intérieur se trouvait la médaille de Saint-Nicolas, celle-là même qu'elle lui avait offerte pour ses 5 ans. « Tu l'as gardée toutes ces années. Elle ne m'a jamais quittée, » sourit Delphine. « Maintenant, je te la rends. » Sébastien la prit délicatement, caressant l'inscription au dos. « À mon petit prince, avec tout mon amour, maman. Je n'en ai plus besoin pour me souvenir de toi, » continua Delphine. « Pas maintenant que je t'ai retrouvé. » Ensemble, ils contemplèrent le jardin où se tenait Vincent, discutant avec Marcel près de la fontaine. La Mansion Roux, autrefois froide et imposante, semblait s'être adoucie, comme si les murs eux-mêmes se réchauffaient au contact de l'amour retrouvé. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Delphine. Sébastien passa un bras autour des épaules de sa mère. « Nous allons vivre, maman. Simplement vivre, en rattrapant le temps perdu. » Au loin, le soleil se couchait sur Versailles, teintant le ciel de rose et d'or. Une nouvelle page se tournait pour les Roux, une page d'espoir, de pardon et de nouveaux commencements. La vraie richesse, Sébastien le réalisait enfin, n'avait jamais été dans les comptes bancaires de son père ou dans les murs luxueux de cette mansion. Elle était là, dans ce lien indéfectible entre une mère et son fils, qui avait survécu à 30 ans de séparation et à toutes les manipulations du monde.